Bonsoir. C'est bon, mais vous m'aviez coupé mon micro, j'ai l'impression. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Tout le monde est là? Du coup, tout le monde est là. Tout le monde est là? Ouais. Donc, on peut commencer? C'est Bien, parti. oui. Alors, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette assemblée générale cette année exceptionnellement derrière vos écrans. C'est aussi une grande première pour nous et nous vous remercions déjà pour votre indulgence. Cette assemblée générale va se dérouler de la manière suivante. Monique Vernet, notre présidente, introduira le mot d'accueil. Anne Lucioni vous présentera ensuite le nouveau bureau de l'association. Nous avons aussi l'honneur, comme chaque année lors de nos assemblées générales, d'accueillir le professeur Michalet du Centre Léon Bérard Lyon et le professeur Bertrand de l'IHOP Lyon, ainsi que leurs invités, le docteur Alphonse Domenech de l'IHOP Lyon et monsieur Buono du CLB Lyon, qui interviendront pour nous présenter leur programme de recherche actuel sur la leucémie. À la suite de leurs interventions, vous pourrez leur poser vos questions grâce à la petite main en haut à droite de vos écrans. Hélène Dury présentera ensuite le bilan financier avec un retour sur les défis 2020. Et Véronique Magnin et Anne-Marie Chopin termineront cette assemblée générale en beauté avec la présentation de nos prochains défis auxquels vous êtes déjà conviés et on a vraiment hâte de vous y retrouver. Vous pourrez à ce moment-là intervenir aussi si vous souhaitez proposer un défi ou échanger avec nous. Voilà, je laisse maintenant la parole à Monique. Bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir. Je vais lire mon texte, ce sera plus facile pour moi. 2020 a été une année difficile, mais au moins elle aura eu le mérite de nous montrer ce qui était difficile dans la vie. Cette année encore, nous avons été sincèrement touchés par votre solidarité et grâce à vous tous, nous avons relevé notre défi. Soutenir la recherche médicale en ayant toujours une pensée pour les malades qui luttent au quotidien contre la leucémie. Sauver des vies. Comment pouvez-vous soutenir l'association Le Défi Anthony? En adhérant, nous remercions ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion pour 2021. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez deux possibilités. En envoyant votre chèque à l'adresse habituelle, Association Défi Anthony, Saint-Symphorien-des-Bois, 71 800, ou directement en ligne sur le site www.défi-anthony.org. Possibilité d'afficher le lien. Et en parrainant, parlez de l'association Le Défi Anthony autour de vous, à vos amis, familles, connaissances. Le parrainage permet à l'association de vivre et de s'élargir. Chaque personne est la bienvenue en tant que membre bienfaiteur ou actif. Merci aux journalistes par leur présence tout au long de l'année et pour leurs articles réguliers, particulièrement Charlotte Rébé, Madeleine Jambon pour le JSP, Cécile Révola, La Renaissance, Marianne Sinato, Le Pays Rouennais, Radio Cactus et Jean-Noël Charolais, TV Brionnais. Merci aux professeurs Michalet et Bertrand, au docteur Karine Alphonse-Domenech et monsieur Romain Buono qui nous font l'honneur de leur présence. Ils vont nous informer sur l'avancée de la recherche médicale. Je laisse la parole à Anne qui va vous présenter le nouveau bureau. Merci Monique et bonsoir à tous. Comme vous le savez, l'association Le Défi Anthony était portée par Monique et Claude. Nous avons tous été ébranlés par le départ précipité de Claude et nous ne savions pas comment allait perdurer l'association. Une équipe de 26 personnes s'est rapidement mobilisée avec cette envie très vive de continuer. C'est donc avec un grand plaisir que je vais vous présenter le nouveau bureau. Donc Monique Vernet, présidente avec Anne-Marie Chopin, Anne Lucioni, moi-même vice-présidente. Hélène Dury, trésorière, avec Geneviève Lamure et Nathalie Béraud, trésorière adjointe. Véronique Magnin, secrétaire, Anne-Marie Gâteau et Lucie Brachet, trésorière adjointe. Je passe maintenant la parole à Hélène qui va vous présenter le bilan financier.
Alors, bonsoir à tous. Présentation du bilan financier et des défis 2020. Alors déjà, cette année, exceptionnellement, nous n'avons pas le petit film rétrospectif des défis écoulés, mais vous pouvez cependant aller voir sur le site où nous avons des photos. Je vais maintenant vous présenter le bilan de l'année écoulée et des défis. Donc, les adhésions, 10 955 €. La troupe d'Étang-sur-Arroux, Le Rideau s'ouvre, dont on remercie la fidélité parce qu'ils participent depuis de nombreuses années. Recette, 1 374 €. La troupe de Mussy, d'un théâtre à l'autre, qui cette année a soutenu le défi Anthony à hauteur de 2 214,30 €. La marche à Dain, organisée par Jean-Claude, Malou, Janine et Anne-Marie. Cette marche, qui avait été organisée au départ de Laclette, a été étendue cette année avec un deuxième départ de Chauffaille et une équipe élargie, avec un bilan de 2 198,30 €. La cagnotte en ligne, donc le bureau tient particulièrement à remercier Geneviève pour cette idée formidable, loin des défis habituels, mais la seule solution dans le contexte sanitaire actuel pour soutenir la recherche. Et on remercie aussi Kevin pour la réalisation technique de ce défi. Nous souhaitons que ce format reste exceptionnel car rien ne vaudra un défi présentiel. Recette, 15 739 €. Le raid Anthony, qui a malheureusement dû être annulé en raison du contexte, mais dont les participants ont généreusement accepté dans leur majorité de faire don de leur acompte, 1 194 €. Les 3 défis qui vont suivre sont de jolis défis qui apportent leur pierre à l'édifice. La marche au Mont Saint-Rigaud, Chantal a réuni un petit groupe et organisé ce défi en toute simplicité. Recette, 100 €. Pour la 3e année, Guy a fabriqué des objets décoration de Noël pour 220 €. Et nouveauté cette année, très appréciée, essuie-tout et carré démaquillant par Bernadette pour 438 €. Nous avons ensuite des dons divers. Alors, dons divers pour 289,46 €. Don de l'association Source Espérance de Chauffaille, 300 €. Don du camping Le Pelly de Six Fer à Cheval pour 975,28 €. Des quêtes enterrement, Madame Burdin, Monsieur Guier, Madame Gipon pour 60 €. Non, pour 905 €, excusez-moi. Mariage Charon d'Anneau pour 60 €. La subvention de 18 communes, donc Anglure-Soudain, Bois-Sainte-Marie, Curbigny, Dio, Haute-Font, La Chapelle-Soudain, Ligny-en-Brionnais, Marcilly-la-Geurs, Saint-Germain-en-Brionnais, Saint-Germain-la-Montagne, Saint-Julien-de-Civry, Saint-Julien-de-Jonzy, Saint-Martin-d'Ixy, Saraco, Saint-Symphorien-des-Bois, Tancon, Varennes-Larconce et Viry, pour un total de 1 135 €. Des intérêts capitalisés pour 82,95 €, soit un total pour cette année de 38 180,29 €. Comme chaque année, 100% des dons collectés sont reversés. Et notre présidente aura l'honneur d'effectuer 2 virements dès demain de 19 090 € au profit du CLB Lyon et 19 090 € à l'IHOP de Lyon. Petit rappel qui a une grande importance, n'oubliez pas l'adhésion cette année. Nous comptons sur vous tous. Je vous rappelle que 66% des sommes versées sont déductibles des impôts pour les particuliers et 60% pour les dons professionnels. Après tous ces chiffres, je vais maintenant laisser la parole, alors tout d'abord au professeur Bertrand et au docteur Karine Alphond-Domenech
de l'IHOP Lyon. Et ensuite, ce sera le tour du professeur Michalet et de monsieur Romain Buonneau du centre Léon Bérard à Lyon. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par vous remercier tous pour effectivement tout ce que vous avez fait cette année, malgré les conditions très difficiles, comme cela a été souligné. Et donc, j'étais impressionné par tout ce que vous nous avez annoncé et tous les défis qui ont pu être menés à bien, malgré cette crise sanitaire qui nous a tous effectivement beaucoup perturbés. Et je voulais surtout introduire aussi maintenant le docteur Karine Alfond-Domenech, qui va me remplacer dans les prochaines années et qui va vous faire part, puisque je pense que c'est important de vous dire à quoi sert l'argent que vous nous donnez. Donc, il va vous faire part des projets de recherche qu'elle a entrepris dans le service pour la leucémie, et particulièrement la leucémie de l'enfant. Donc, je vais lui laisser la parole et je vous remercie encore infiniment pour tout ce que vous avez fait et je vous salue tous, bien entendu. Bonsoir à toutes et à tous de nouveau. Donc, merci beaucoup Yves et surtout un grand merci à vous. Effectivement, je vais reprendre un peu ce qu'a dit le professeur Bertrand, mais moi, je suis également impressionnée par votre dynamisme et ce, malgré la crise que nous avons traversée et que nous continuons malheureusement à traverser, qui ralentissent beaucoup d'activités et nous paralysent sur beaucoup de choses. Et le fait de voir que vous avez tenu bon, que vous avez continué et que votre association a pu ramener encore autant d'argent dans les temps aussi difficiles, vraiment, je voulais vous dire bravo, vous féliciter. Et surtout, toute l'énergie que vous y mettez, eh bien, c'est aussi vraiment grâce à vous que nous, derrière, quand on va travailler, quand on va faire nos projets de recherche fondamentaux et translationnels, on va pouvoir avancer. Et vraiment, grâce à vous, parce que bien sûr, la recherche, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais ça demande des moyens. Et ces moyens proviennent en partie de vos dons, de tout ce que vous faites. Et pour tout cela, je voulais vous dire tout d'abord déjà un grand merci et vous féliciter. Et puis surtout, je suis ravie de vous rencontrer, même si c'est en virtuel. Cette année, j'avais déjà entendu beaucoup parler de vous par le professeur Bertrand et j'espère qu'on pourra se rencontrer en vrai l'année prochaine et les années à venir. Comme il y a encore des gens derrière moi, si cela vous convient, je vais vous présenter un petit peu moi, mon travail de recherche. Alors, comme le disait le professeur Bertrand, en fait, moi, j'ai la particularité d'être pédiatre hématologue dans le service du professeur Bertrand à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique. Mais j'ai également une valence en recherche. J'ai un poste universitaire comme le professeur Bertrand et j'utilise une partie de mon temps dans un laboratoire de recherche fondamentale dans le centre de recherche en cancérologie de Lyon, où je mène un travail sur les leucémies de l'enfant. Donc, je vais essayer de vous présenter ça de façon la plus didactique possible et n'hésitez pas à lever une main si à un moment ce que je vous dis ne semble pas clair ou compréhensible. J'essaierai de l'éclaircir avec le plus grand plaisir et puis répondrai bien sûr à vos questions. Alors, par contre, du coup, comme c'est vous qui avez la main, je ne peux pas faire défiler les diapositives et je pense que les animations ont changé. Excusez-moi, qui a la main sur le diaporama? C'est moi qui vais changer les diapositives, donc n'hésitez pas à me dire diapositive suivante, okay. Si vous voulez. Ok, ça marche. Alors donc, comme je vous le disais, voilà. Donc, merci. Donc, les leucémies aiguës, vous le savez maintenant. Alors, je parlerai toujours dans ma présentation des leucémies aiguës de l'enfant. Comme vous l'a expliqué au travers des différentes années le professeur Bertrand, vous savez que les leucémies aiguës représentent la première cause de cancer chez l'enfant, parce qu'elles représentent environ 30% de ces cancers. Donc là, vous avez une animation. Je veux bien la suite, s'il vous plaît. Merci. Chez l'adulte, le professeur Michalet a dû vous le dire et vous le redira, ce sont des leucémies aiguës développées essentiellement au niveau de la lignée myéloïde, alors que, je veux bien la suite s'il vous plaît, chez l'enfant, ce sont essentiellement des leucémies lymphoïdes, c'est-à-dire qu'elles sont développées aux dépens des lymphocytes, les lymphocytes étant les cellules qui vont entre autres fabriquer les anticorps. Diapositive suivante. Le pic d'incidence de ces leucémies lymphoblastiques, qui représentent 80% des leucémies, touche essentiellement les jeunes enfants, entre 2 et 5 ans.
Et dans plus de 90% des cas, ces maladies vont survenir chez des enfants qui étaient jusque-là en bonne santé. C'est des enfants qui n'ont pas d'antécédents familiaux particuliers, en particulier pas de cancer. C'est des enfants qui vont manger bio, qui font du sport, qui n'ont pas de télévision, qui vont parfaitement bien jusqu'au jour où ils tombent malades. Et ça va concerner plus de 90% de ces enfants et qui vont emmener les parents de façon très naturelle à nous demander lorsqu'on va annoncer notre diagnostic, mais pourquoi docteur? Pourquoi mon enfant qui allait bien? Pourquoi il nous semble avoir tout fait bien? Pourquoi notre enfant tombe-t-il malade? Et c'est également une des questions qu'on reverra par la suite, auxquelles on essaie de répondre au travers de la recherche. Diapositive suivante. Donc, tout d'abord, pour essayer de comprendre un peu le mécanisme de l'eutémogénèse, c'est-à-dire de l'évolution de la leucémie, je pensais que c'était important de vous reprendre un petit peu comment ça se passait déjà dans la moelle osseuse chez quelqu'un qui va bien. Donc ça, c'est un os, vous pouvez le voir ici. Ah non, mais alors du coup, vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas... c'est pas moi qui ai l'écran là. Je vais essayer de vous présenter quand même les choses. Donc là, c'est le dessin d'un os dans lequel, à l'intérieur, vous avez tout en haut de la pyramide ce qu'on appelle des cellules souches hématopoïétiques. Donc, quand je les explique aux parents, des enfants que je suis ou aux enfants, je leur explique que les cellules souches hématopoïétiques, ce sont un peu les super-héroïnes, hein, c'est un peu les super-héros de la moelle osseuse parce qu'elles sont très peu nombreuses, mais à elles seules, elles vont être capables de se multiplier et de se différencier pour aller donner toutes les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse. Donc, ces cellules qui sont tout en haut de la pyramide vont se multiplier, sont différenciées progressivement, comme vous le voyez là, pour donner des progéniteurs hématopoïétiques et surtout pour aller donner toutes les cellules du sang que vous connaissez avec les globules rouges qui vont transporter l'oxygène. Hein. Des fois, on imagine un peu comme dans Il était une fois la vie avec des petits paniers dans lesquels ils vont mettre les petites bulles d'oxygène et qui vont transporter au travers du corps. Ça, c'est un dessin que les enfants ils comprennent très vite et très bien. Les plaquettes qui vont permettre la coagulation du sang, hein, quand on va saigner, elles vont s'agréger les unes aux autres et permettre l'arrêt du saignement. Et puis les différentes familles de globules blancs qui vont entre autres nous protéger contre les microbes et qui, dans les leucémies, on va avoir lymphoblastique, des anomalies développées au niveau des lignées lymphoïdes. Donc ça, c'est quand tout va bien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et puis, finalement, voilà, donc là, vous avez vu l'animation, c'était parfait. Dans cette moelle osseuse, il va apparaître une espèce de cellule représentée en violet qui s'appelle une cellule blastique, une cellule leucémique, va apparaître finalement dans ces cellules qui se transformaient pour aller donner des globules blancs. Une cellule va s'arrêter dans cette transformation et elle va arrêter de faire son travail. Elle va arrêter de protéger l'enfant contre des infections. Le corps va à ce moment-là va réagir, va essayer de régler le problème et puis va essayer de détruire finalement cette cellule blastique, cette cellule cancéreuse, puisque non seulement elle ne fait plus son travail, et puis elle a l'air clairement agressive. Et puis la caractéristique même des cellules leucémiques qui sont des cellules cancéreuses, c'est qu'elles vont être capables de résister à cette mort cellulaire induite par l'organisme et elles vont ensuite proliférer à l'intérieur de la moelle osseuse et être responsable de la leucémie aiguë, être responsable des symptômes qu'on va pouvoir observer dans la leucémie aiguë. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, finalement, dans tout ça, pourquoi la recherche est-elle importante? Animation suivante, s'il vous plaît. Donc, pour comprendre tout d'abord comment les cellules leucémiques apparaissent et essayer de répondre à la question pourquoi. Pourquoi mon enfant qui allait bien jusque-là est-il tombé malade? Quelle est l'origine de cette leucémogénèse? Animation ensuite, s'il vous plaît. Comment aussi les cellules leucémiques sont-elles capables d'échapper au mécanisme de mort cellulaire qu'on appelle l'apoptose? Comment ces cellules qui sont dans un organisme et qui normalement devraient mourir parce qu'elles dysfonctionnent, parce que le corps devrait essayer de les éliminer, comment elles résistent et comment elles vont se multiplier? Animation suivante, s'il vous plaît. Et quel est le rôle du micro-environnement? Alors, qu'est-ce que le micro-environnement? Ces cellules-là, je ne vous les ai pas représentées entièrement, mais on le reverra rapidement tout à l'heure. Dans la moelle osseuse, elles ne sont pas toutes seules. Elles ont en contact avec tout plein d'autres cellules, ce qu'on appelle l'environnement, le micro-environnement, qui vont les nourrir, qui vont leur apporter tout ce qui est nécessaire. Et la question, c'est finalement ces cellules de soutien, quel peut être leur rôle dans cette transformation leucémique, dans la résistance à la mort cellulaire et dans le maintien des cellules dans les formes résistantes. Animation suivante, s'il vous plaît. Et puis, du coup, la recherche, comprendre, c'est important, mais ça nous permettra, on l'espère, de mieux guérir les patients grâce au développement de nouveaux traitements, en particulier des thérapeutiques ciblées, des thérapeutiques d'immunothérapie. Et enfin, dernière animation, s'il vous plaît,
mieux guérir les enfants avec, là aussi, on l'espère, moins de toxicité, car au jour d'aujourd'hui, on a des taux de guérison qui sont excellents, mais au prix des toxicités importantes. Les enfants vont perdre leurs cheveux, ils vont être fragilisés, on va les empêcher de vivre normalement puisqu'on veut les protéger des infections. Pour certains, on va avoir des complications importantes et donc notre objectif aussi, c'est de guérir mieux avec, on l'espère, des thérapeutiques qui seront moins toxiques à l'avenir. Diapositive suivante. Alors, ça, c'est pour vous donner tout simplement un exemple finalement, parce qu'il y a d'autres gens qui réfléchissent aussi à comment les cellules sont-elles capables de résister à la mort cellulaire, à l'apoptose. Un exemple sur lequel j'irai très vite, par exemple, certaines cellules vont ne pas exprimer un gène qui s'appelle Ikaros, et lorsque les enfants ont cette délétion d'Ikaros, les enfants ont un risque de rechute plus important. Ça, c'est ce qu'on observe en clinique. Et finalement, animation suivante, s'il vous plaît. Quand on s'intéresse à la recherche, on se dit très bien, mais pourquoi finalement les enfants qui ont des lésions vont-ils moins bien? Et en fait, on va prendre des cellules en recherche, en laboratoire, et on va se rendre compte que quand on enlève le gène dans ces cellules hématopoïétiques normales, animation suivante s'il vous plaît, on va avoir une dérégulation du cycle cellulaire. Donc ça représente, ce rond, ça représente la cellule qui se multiplie, qui évolue. Et là, on voit qu'il y a en gros différents types de contrôle. Eh bien, la perte de ce gène Ikaros fait que la cellule va perdre sa régulation cellulaire et que du coup, elle va pouvoir continuer sa prolifération et ne plus mourir et résister à la mort cellulaire. C'est comme ça qu'on explique aussi en partie que les enfants qui vont avoir une telle anomalie peuvent avoir des cellules potentiellement plus résistantes et donc qui vont devoir faire adapter le traitement pour les guérir tout de suite. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un petit schéma de ce qu'est le micro-environnement, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'il y a dans la moelle osseuse. La moelle osseuse, elle n'est pas vide. On va retrouver, animation suivante, s'il vous plaît, les cellules blastiques, donc dans la moelle osseuse d'enfants malades, bien évidemment, qui vont être en contact, animation suivante, s'il vous plaît, des cellules souches mésenchymateuses, qui sont vraiment les cellules de soutien qui vont les nourrir, qui vont leur apporter des nutriments, d'oxygène, etc. Animation suivante, s'il vous plaît. Et puis, on va également retrouver des cellules du système immunitaire dans cette moelle, dans ce micro-environnement, qui sont censées normalement, justement, aussi s'assurer que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de cellules cancéreuses qui se multiplient dans cette moelle osseuse. Diapositive suivante. Alors, quel peut être justement le mécanisme de résistance favorisé par le micro-environnement? Un exemple assez simple, mais qui est très parlant. Justement, vous devez le savoir, les globules blancs, ils sont là pour nous protéger. Et ils sont également là pour contrôler qu'il n'y ait pas justement de développement de cellules cancéreuses. Les globules blancs, ils vont fonctionner en reconnaissant ce qui se passe à la surface des cellules avec nos cartes d'identité. Ils vont regarder la carte d'identité des cellules propre à chaque individu. Et si la carte d'identité est bien, tout va bien se passer. Si la carte d'identité n'est pas la bonne, par exemple celle des microbes, ils vont du coup se diriger contre eux. Les globules blancs, normalement, devraient reconnaître les cellules leucémiques, les cellules blastiques, en les reconnaissant comme étrangères, parce qu'elles sont censées pas avoir la même carte d'identité, et du coup, devraient les détruire, ne devraient pas les tolérer. Et là où c'est quand même extrêmement intéressant, c'est que dans certains cas réguliers, les cellules leucémiques, elles vont changer, elles vont faire ce qu'on appelle un immunoediting, elles vont changer leur apparence à leur surface, qui va faire en sorte que les globules blancs qui sont là, dans la moelle, que vous avez vu dans le dessin tout à l'heure, et qu'on va voir dans l'organisme de l'enfant, les globules blancs qui, eux, fonctionnent, qui ne sont pas malades, ne vont plus être capables de reconnaître les cellules blastiques et donc vont les laisser proliférer sans aller les détruire. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que de comprendre ça, ça nous a permis déjà de développer de nouveaux types de thérapeutiques. Je vous en ai mis 2 exemples pour vous illustrer mon propos. Typiquement, les CAR-T-cells, j'irai très très vite. Vous en avez peut-être entendu parler, on en parlait beaucoup dans les médias. Les CAR-T-cells, c'est quoi? C'est tout simplement, on reprend ces lymphocytes, ces globules blancs chez l'enfant, ceux qui fonctionnent encore, et on va leur réapprendre génétiquement à reconnaître de nouveau les cellules blastiques de l'enfant comme l'ennemi à abattre. On va les éduquer et ensuite, on va les réinjecter à l'intérieur de l'enfant pour qu'ils reconnaissent les cellules blastiques comme un ennemi et qu'ils vont pouvoir détruire, et ce qui marche quand même plutôt bien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, tout cela nous a conduit à emmener notre projet de recherche pour essayer à la fois de réfléchir, d'avoir des pistes pour comprendre l'origine de la leucémie chez l'enfant, mais également pour essayer d'avoir des pistes pour comprendre comment certaines formes de leucémie, en particulier les plus graves, celles de plus mauvais pronostic ou les résistantes, vont être capables de résister à la mort cellulaire
tout en étudiant là aussi le rôle du micro-environnement. On essaie de regarder finalement ces cellules du micro-environnement, comment elles peuvent interagir avec les cellules leucémiques et comment elles peuvent les protéger. Donc pour cela, on travaille avec des prélèvements humains, donc qui sont extrêmement précieux, vous vous en doutez, qui arrivent n'importe quand, donc on verra, souvent on les congèle. Donc au moment où on va faire le diagnostic de leucémie chez l'enfant, au diagnostic initial ou en rechute, malheureusement, on va faire un myélogramme, on le reverra très rapidement. On va prélever les tubes nécessaires au diagnostic ou à la rechute. Et s'il reste des cellules à la fin dans ces tubes et que les parents sont d'accord, bien sûr, pour qu'on avance dans la recherche, on utilisera ce fond cellulaire pour effectuer notre recherche. Donc, on ne va pas piquer l'enfant en plus, on ne va pas prélever en plus l'enfant. On utilisera les restes qui n'ont pas été utilisés pour le diagnostic avec, bien sûr, le consentement signé des parents, de l'autorité parentale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, je voudrais illustrer le prélèvement médulaire. Donc, c'est un prélèvement de la moelle qu'on va réaliser pour le diagnostic de l'enfant ou pour la rechute. Encore une fois, ce n'est pas une piqûre qu'on va faire uniquement pour la recherche. Ça, c'est très important. Animation suivante, s'il vous plaît. Et donc, ensuite, une fois qu'on aura ce prélèvement de cellules résiduelles, on va faire des techniques de Ficoll. C'est une technique qui va juste nous permettre de séparer les différents éléments qu'on retrouve dans la moelle, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les éléments dits mononucléés. Et quand on les aura récupérés, animation suivante, s'il vous plaît, on va soit les congeler, soit travailler sur du tissu frais en fonction de l'heure d'arrivée et du jour d'arrivée, parce que certaines manips, on aime bien pouvoir les faire sur des prélèvements frais, mais il est évident que quand l'enfant va arriver très tard ou un jour où on ne peut pas avoir accès à des trieurs, mais on va plutôt préférer congeler le prélèvement pour le redécongeler ensuite le jour de la manip. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les études, donc, pour essayer de répondre aux différentes questions, donc on a nos patients de l'IHOP entre 1 et 20 ans. Animation suivante, s'il vous plaît. Dans lesquelles on va donc récupérer les cellules blastiques. Après avoir fait le Ficoll, on va aller, ce qu'on appelle faire un tri. Donc, on va récupérer dans cette moelle, dans une machine qui s'appelle un trieur, les cellules blastiques. Animation suivante, s'il vous plaît. Pour ensuite en faire ce qu'on appelle du RNA-seq. Donc, en fait, on a extrait l'ARN de ces différentes cellules blastiques pour essayer, animation suivante, s'il vous plaît. Encore. Tout d'abord, grâce à ce matériel, essayer d'analyser l'expression des gènes qui pourraient être impliqués dans la leucémogénèse. Et je pourrais vous développer ça une prochaine fois, mais regardez, les comparer avec les RNA-seq qu'on a également sur des tissus fœtaux, parce qu'on travaille avec une équipe qui est spécialisée dans le développement fœtal de l'hématopoïèse. Animation suivante, s'il vous plaît. Pour essayer de rechercher de nouveaux facteurs pronostiques, en particulier dans les maladies de plus mauvais pronostic. Animation suivante, s'il vous plaît. Et pouvoir, on l'espère, identifier de nouvelles cibles thérapeutiques qu'on pourra essayer de mettre en place. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'était pour vous donner un simple exemple de à quoi ça ressemble, pour que vous ayez une illustration. Donc, quand on va passer au trieur, on va voir les images apparaître. Ça, c'est nos cellules. D'accord ? Sur ces cellules, on a un produit qui va marquer les cellules mortes des cellules vivantes. Donc, on va gaiter sur ce qu'on appelle des cellules vivantes. Et puis ensuite, on a les caractéristiques des cellules blastiques. On a la chance de les connaître. On sait quels sont leurs marqueurs de surface. Et grâce à ces marqueurs de surface, on va pouvoir identifier de façon très précise les cellules qui nous intéressent, en l'occurrence ces cellules blastiques, pour dire ensuite à la machine, au trieur, ben voilà, c'est ces cellules qu'on veut que tu nous sépares du tube qu'on t'a donné, pour pouvoir travailler uniquement sur les cellules blastiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Encore. Animation, je veux dire, s'il vous plaît. Voilà. Et donc là, on a pu aussi également représenter toutes les caractéristiques. Ça, c'est les patients, parce qu'actuellement, on est en train de faire notre RNA-seq et on avait une quarantaine de patients avec des témoins qui ont des caractéristiques cytogénétiques et des caractéristiques qui font qu'on a un panel très représentatif de toutes les leucémies lymphoblastiques de l'enfant qu'on trouve chez les enfants entre 1 an et 18 ans, et on a des enfants de tous âges. Donc, du coup, on a un panel qui est plutôt bien représentatif, qui devrait pouvoir nous aider à essayer de répondre aux questions qu'on vient de soulever. Diapositive suivante, s'il vous plaît. On essaie également d'étudier la fonctionnalité médulaire résiduelle. Je vais m'expliquer. Animation suivante. Là, vous aviez vu dans le petit dessin initialement que normalement, il y a quand même des cellules souches dans la moelle qui produisent du sang. Et là, tout est perturbé à cause finalement de cet envahissement leucémique. Eh bien, nous, on est en train de s'interroger aussi finalement quand on les trouve, parce que très souvent, on ne les trouve pas.
ces cellules hématopoïétiques résiduelles, est-ce qu'elles fonctionnent encore bien? Est-ce qu'elles sont capables de fonctionner? Ou est-ce que de base, il y a déjà une anomalie dans la moelle de cet enfant qui font que ces cellules dysfonctionnent? Et donc, on va également trier, au moment où on a trié les cellules blastiques, on va trier les quelques cellules hématopoïétiques résiduelles. Il y en a très peu, les cellules souches, qu'on va mettre en co-culture, c'est-à-dire on va les cultiver sur des cellules souches mésenchymateuses. Animation suivante, s'il vous plaît. Et on va ensuite, au bout de 14 jours, réaliser une analyse pour voir tout simplement si ces cellules sont encore capables de donner tout ce qu'on va retrouver dans la moelle osseuse. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est une photo d'un puits. À quoi ça ressemble quand on regarde au microscope après 14 jours de culture? Les petits points blancs que vous voyez, c'est des cellules hématopoïétiques. Et les cellules que vous voyez au fond à gauche, c'est les cellules de soutien. Animation suivante, s'il vous plaît. Là aussi, on va repasser dans une machine, ce qu'on appelle un fax, pour essayer de regarder les différentes populations cellulaires. Et animation suivante, pour ensuite analyser. Et donc là, on sait aujourd'hui, globalement, je vais aller un petit peu vite, mais qu'on a encore des cellules hématopoïétiques dans certains prélèvements, qu'en pratique, on arrive à retrouver des cellules souches qui vont se mettre sous les tapis de cellules mésenchymateuses. Elles ne vont pas n'importe où, elles vont aller se mettre vraiment en soutien des cellules mésenchymateuses et elles vont produire des cellules hématopoïétiques, mais on a quand même le sentiment qu'il y a déjà quand même un petit biais de fabrication et c'est des analyses qu'on est encore en train de faire sur des prélèvements actuellement. Et enfin, diapositive suivante, comme je vous le disais, on étudie également le micro-environnement. Donc, quand on va réaliser les ficoles des patients, diapositive suivante, on va également essayer de mettre en culture ces cellules souches mésenchymateuses, diapositive suivante, et qu'on va caractériser, puisque ce qu'on peut voir, donc ça vous voyez sur une photo de microscope, là, des cellules souches mésenchymateuses de 2 patients différents, et en fait, pour commencer à avoir un certain nombre de patients, on se rend bien compte que les cellules souches mésenchymateuses, elles sont très différentes en fonction des patients, que ça ne diffère pas en fonction de leur âge, que pour certains, ces cellules vont pousser très très vite, comme le font les cellules fétales, puisqu'on a une grosse expérience en termes de cellules fétales, que d'autres vont pousser très lentement, d'autres ne pousseront pas du tout, qu'elles ne vont pas avoir le même aspect morphologique, et on est en train de les caractériser pour voir leur capacité à donner des colonies, à se différencier, pour essayer déjà de caractériser les différents CSM qu'on a. Animation suivante, s'il vous plaît. Et encore, l'autre animation. Et on est en train de finaliser la mise en place de systèmes où on met ces cellules souches mésenchymateuses de patients en contact avec des cellules hématopoïétiques normales et vice-versa, des cellules normales avec des cellules blastiques, pour étudier la communication entre ces cellules malades et des cellules saines, et entre des cellules dites saines et des cellules mésenchymateuses. Animation suivante, s'il vous plaît. Pour justement étudier ce qu'on appelle le sécrétome, pour regarder comment ces cellules sont capables de communiquer, comment les cellules souches mésenchymateuses peuvent protéger les cellules blastiques, et enfin, on est en train de faire du RNA-seq, comment on pourra s'en servir pour utiliser des nouvelles thérapeutiques dans des boîtes de culture avec les cellules souches de soutien et les cellules blastiques. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour terminer et conclure sur nos projets, on est donc sur le point d'avoir des réponses sur les analyses des gènes impliqués dans la leucémogénèse, puisque notre RNA-seq est en train de se terminer, pour essayer d'avoir des réponses sur l'implication des gènes majeurs dans la leucémogénèse de ceux qui interviennent au cours de la vie fétale, puisqu'on a la chance d'avoir tout ce matériel fétal à notre disposition, pour essayer d'identifier de nouveaux facteurs pronostiques et pour essayer de commencer à répondre sur l'origine des premiers événements oncogéniques, des premières transformations cancéreuses des cellules leucémiques. Animation suivante, s'il vous plaît. De l'étude de la fonctionnalité résiduelle et est-ce que ces cellules dans la moelle des enfants qui ne sont pas malades n'ont pas déjà une anomalie. Et enfin, la caractérisation du micro-environnement. Quels sont les points communs qui existent entre les cellules souches des mésenchymateuses des patients? Quelle est la communication qui peut s'installer entre les blastes et ces cellules souches mésenchymateuses? Et quel rôle jouent ces cellules au niveau de la leucémie et dans la protection des cellules? Diapositive suivante. Bien sûr, voilà, je voulais surtout remercier le docteur Michel Souris, qui est une directrice de recherche INSERM qui travaille avec nous et qui dirige une équipe à Paris avec qui on travaille de façon très conjointe, en particulier sur le prélèvement fœtaux. Sarah Blanc, qui est ma technicienne et qui
qui réalise une grosse partie des manipulations. Et enfin, 2 de mes étudiants actuels et un des ingénieurs en omique qui travaillent avec nous. Et je vous remercie tous de m'avoir invité ce soir et de m'avoir écouté avec attention. Merci beaucoup, je serais ravie de répondre à vos questions. J'espère avoir été relativement claire. Avez-vous des questions? Ou vous n'en avez plus du tout? Pas de questions pour le moment. On a tout compris. Vous avez tout compris, bah, écoutez, j'en suis ravie. J'en suis ravie, c'était l'objectif. Je vais juste rajouter un petit mot pour remercier Karine pour sa présentation et vous indiquer effectivement qu'avec tout ce qu'on a dit toutes ces dernières années, on s'était intéressé surtout aux modifications des cellules leucémiques et toutes les modifications génétiques de ces cellules. Et ce qui est nouveau dans ce que vient de présenter Karine Alfond-Domenech, c'est qu'on s'intéresse maintenant aux cellules normales, aux cellules de soutien, et que cette communication entre les cellules résiduelles et les cellules leucémiques nous semble largement aussi importante. Donc c'est vrai qu'on s'est trop concentré pendant des années sur uniquement les cellules leucémiques, et je pense que c'est très important, comme l'a souligné Karine, juste maintenant, c'est ça le résumé finalement, de s'intéresser à tout ce micro-environnement, à toute l'origine fétale de l'hématopoïèse, et donc il y a encore de nombreux progrès à attendre dans les années qui viennent. Et voilà, puis donc on aura l'occasion effectivement avec Karine de vous parler dans les années qui viennent. Merci beaucoup Yves, merci. Je suis ravie si vous avez tout compris et que c'était clair, c'était le plus important pour moi. Donc je suis ravie. Merci à vous. Du coup, on peut passer la parole peut-être au professeur Michalet et à Monsieur Buono. Oui, écoutez, j'espère qu'avec le masque, vous nous entendez quand même suffisamment. Alors, vous savez que j'ai un petit chagrin parce que je ne traverse pas ma forêt magique, comme toutes les années. Ma forêt noire et surtout en présence d'Yves, habituellement, qui est au volant et où nous faisons ce grand parcours dans la nuit et ce retour nocturne également. Donc, c'est vrai que ça me manque. Et je voulais faire découvrir à Romain Bueno, qui travaille avec moi, ce parcours et votre petit village et puis votre salle des fêtes, enfin tout ce qu'on peut vivre à ce moment-là. Bon, j'espère que l'année prochaine, on pourra le faire parce que c'est vrai que ça nous manque. Alors nous, en ce qui nous concerne pour la présentation qu'on va vous faire, qui va être centrée, comme vous le savez, sur le parcours de santé et qui en fait est là pour, comme vous le savez, parce qu'on a déjà parlé pas mal, est là pour essayer de détecter très précocement les complications ou les anomalies éventuellement biologiques qui peuvent apparaître à la fin d'un traitement chimiothérapique comprenant ou pas une greffe, que ce soit une allogreffe ou une autogreffe de cellules souches, et donc orienter à ce moment-là très vite le patient vers le professionnel de santé dont il aura besoin pour que justement cette complication ou cette anomalie puisse être prise en charge et éventuellement n'évolue pas vers une complication ou une séquelle à moyen et long terme. Donc c'est un objectif important et ça fait naturellement partie de ce programme. Alors, on a pu, donc, comme vous le verrez quand on va vous l'exposer, on a pu brancher justement sur ce programme clinique, essentiellement, un programme ancillaire de recherche. Et c'est sur ce programme de recherche qu'on vous sollicite cette année sur le plan de l'aide financière. Et ça rejoint les propos de Karine, parce que c'est une étude ancillaire sur essayer de rechercher des anomalies génétiques qui peuvent apparaître au cours d'un cancer ou au cours d'un lymphome ou au cours d'une leucémie aiguë et qui vont éventuellement, malheureusement, pouvoir s'amplifier dans le temps et éventuellement donner un deuxième cancer. Et donc, ça rejoint un peu ce que vous venez d'entendre, c'est-à-dire essayer de détecter ces anomalies précocement et éventuellement suivre leur évolution dans le temps et voir si on a la capacité de faire quelque chose en préemptif ou en préventif dans ce domaine. Et vous aurez à la fin
une vidéo sur une patiente que j'ai eu la chance de suivre pendant des années et qui a eu donc une allogreffe pour un lymphome et justement qui a eu un parcours impressionnant, émaillé de complications très graves, mais auxquelles elle a fait effectivement face, avec aussi des équipes qui ont été aussi à la hauteur des complications. Et vous verrez, c'est assez impressionnant, mais ça montre qu'il faut savoir se battre tout au long d'un parcours de santé et que, éventuellement, pour essayer d'éviter ces complications graves, pouvoir dépister les choses et les prévenir en les prenant en charge très précocement. Donc, moi, je travaille maintenant avec Romain, qui est à côté de moi, et qui est le chef de projet de ce parcours de santé, qui est quelqu'un qui est assez impressionnant sur le plan de travail d'effectuer et de conduire. Et donc, on construit une équipe autour de nous et vous faites, comme vous le savez, partie de cette équipe et vous êtes un des grands partenaires de l'équipe PASCA. Et on vous cite donc tout le temps parce que vous nous avez toujours aidés et que vous continuez à nous aider et que j'espère que vous allez continuer à nous accompagner sur ce programme qui va s'amplifier beaucoup, je pense, et qui en plus comprend dès maintenant un thème de recherche. Bon, je laisse la parole à Romain. Eh bien, je remercie donc le professeur Michalet pour m'avoir introduit aussi gentiment. Puis je vous remercie à tous pour m'avoir invité pour cette première. Et merci donc, pour votre aide. Je suis très content d'être là puis de vous présenter ce projet. Moi, je vais plus vous présenter la partie, on va dire, clinique, moins fondamentale. Et ensuite, je laisserai la parole donc, à Morissette sur le second volet un petit peu plus fondamental. Juste pour revenir rapidement sur la genèse de ce projet-là, en fait, donc l'idée a déjà émergé donc chez Morissette suite à ses expériences avec les allogreffés. Et puis, dans la littérature, il y a une très belle enquête qui a été promue donc, par l'Institut national du cancer, donc l'étude VICAN5, qui s'intéressait en fait à la santé en fait 5 ans après le diagnostic du cancer. Qu'est-ce qu'il en était au niveau des gens qui avaient passé cette étape? Et donc, on s'apercevait qu'ils avaient quand même une qualité de vie qui était quand même bien inférieure à celle de la population qui n'avait pas eu de maladie. Et on voyait qu'il y avait certains désagréments, des douleurs parfois, des problèmes concernant l'emploi pour ceux qui étaient dans la vie active. Et donc, en fait, le retour à une vie normale était finalement un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait annoncer des fois. Et donc, l'idée de ce projet, c'était un petit peu de creuser ce côté-là. Et donc, on a commencé donc, par une petite étude pilote en fait, auprès de 104 patients. Cette étude, elle avait pour objectif de regarder si on pouvait en fait, proposer aux patients un ensemble de tests pour repérer en fait, un certain nombre de complications et donc voir si en fait, on arrivait à proposer ça aux patients, si on pouvait le faire, nous, en pratique, à l'intégrer dans la prise en charge du CLB. Et donc, ça a été fait, par contre, sur une population assez homogène, essentiellement des patients donc, qui avaient eu un cancer hématologique et donc, notamment donc, des gens qui avaient une leucémie aiguë, myéloïde pour le coup. C'était donc chez des patients adultes. Et c'est vrai que le profil était assez varié. On avait aussi pas mal de multiples et de lymphomes également. Et par contre, donc soit des gens qui venaient de finir juste leur traitement, soit des gens qui étaient un petit peu plus lointains dans leur suivi. Donc, suite à ça, je vais vous demander de passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, en fait, je fais une petite aparté. C'est juste une petite diapo supplémentaire sur la littérature. J'ai oublié de faire le lien avec l'enquête VICAN5. Ça, c'est juste pour faire le lien aussi donc, avec la partie génétique ou plus fondamentale que va présenter Morissette Michalet. C'est en fait sur le risque aussi de second cancer. C'est des données qui sont issues en fait, de registres français départementaux. Et là, ça intéresse le cancer du sein, tout simplement. Et on a regardé, en fait, chez les patientes qui avaient fait un
un premier cancer, la probabilité d'être un premier cancer du sein, la probabilité d'être atteint d'un second cancer au cours des 10 années qui suivent. Et donc, c'est sur une grande population, on est sur 64 000 patientes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un risque quand même non négligeable, un petit peu plus élevé par rapport à la population générale. Donc ça, ce volet-là, en fait, c'est ce qu'on a essayé, ce que Morissette va vous présenter, ce qu'on va essayer de creuser, nous, dans la partie fondamentale. Et donc là, je vais revenir du coup sur la clinique. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, nous, suite à l'étude pilote qu'on a menée auprès de 104 patients, on a voulu, là par contre, faire les choses de façon plus structurée, donc sous forme d'études de cohorte, c'est-à-dire de regarder, une fois vu qu'on avait mis en place nos outils, nos petits tests, regarder donc du coup dans le temps, qu'est-ce qu'on pouvait en fait faire un état des lieux de ces complications exactement pour pouvoir être plus précis que l'enquête Vican 5 par exemple. L'enquête Vican 5 s'intéressait, interviewait en fait les patients, donc il y avait un retour subjectif de leurs problèmes. Et nous, on va là vraiment faire un état des lieux et également intervenir sur les choses qu'on repère. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Il y a vraiment aussi une intervention derrière. On ne dépiste juste pas des problèmes, on essaye tant bien que mal de les prendre en charge et de pousser un petit peu le patient à reprendre une vie la plus normale possible après l'épreuve du cancer. Et donc, on va s'intéresser aux complications, aux anomalies infracliniques. C'est des petits marqueurs en fait qui n'engendrent pas de symptômes chez le patient, mais qui sont pas forcément normaux. Et puis également aussi les facteurs de risque. On sait que dans la littérature, par exemple, le tabac ou la consommation d'alcool passé un certain seuil peuvent engendrer des effets néfastes. Et donc, s'intéresser à faire une évaluation de ces facteurs de risque-là, est-ce qu'ils sont présents ou pas chez les patients, et leur proposer des petites interventions pour essayer de réduire ces facteurs de risque-là. Et on va s'intéresser aussi donc, aux patients qui ont eu un traitement de type à minima, toujours chez des adultes, et sur une population de gens qui ont un cancer hématologique et également oncologique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Ouais. Et donc, on va vraiment s'intéresser à 22 complications plus particulièrement. Donc là, il y a une grande liste. On peut les regrouper en 3 types de familles. Vous allez avoir tout ce qui est associé en fait aux troubles psychosociaux, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes d'anxiété sévère, des problématiques de retour à l'emploi, par exemple, parce qu'ils ont besoin d'une adaptation de poste. Il va y avoir une autre famille de complications plus associées à la nutrition, tout ce qui va être le surpoids, l'obésité, également le déconditionnement physique, c'est-à-dire la perte de masse musculaire. Et puis le dernier volet, c'est tout ce qui va plus avoir attrait aux organes finalement, et donc notamment la sphère cardiaque qui est très importante avec un repérage des insuffisances cardiaques, les problèmes de l'ostéoporose aussi, et également tout ce qui va avoir attrait à la sexualité. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va dépister ces complications-là à travers 4 bilans. Donc, on propose au Centre Léon Bérard à 1 mois en fait de la fin des traitements, lors de la première consultation de surveillance avec l'oncologue ou l'hématologue. Ensuite, donc, après ce bilan, on va le revoir à 6 mois, ensuite à 2 ans et à 5 ans. Et donc, ça va faire un suivi quand même assez long pour essayer de regarder sur cette période-là qu'est-ce qui est vraiment très fréquent, qu'est-ce qui l'est moins, et derrière pouvoir affiner en fait notre programme sur les complications qu'on va retrouver. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, donc les 4 bilans de dépistage. Qu'est-ce qu'on fait dans ces bilans? En fait, ces bilans-là, ils intègrent tout d'abord des questionnaires qu'on fait remplir aux patients qui vont nous permettre d'avoir des données en fait, sur l'état de santé, donc, qui vont potentiellement être assez subjectives. On va également avoir des examens qu'on va leur faire, une prise de tension, un ECG, une spirométrie, donc pour mesurer tout ce qui va être pulmonaire.
Il va y avoir également donc, un enseignant en activité physique qui va évaluer, lui, le déconditionnement physique à travers 5 tests qu'il va réaliser. Et donc, on va, nous aussi, le questionner sur potentiellement des effets indésirables de traitement qui resteraient, etc., etc. À l'issue de ce bilan, on va agréger toutes ces données et on va faire en fait une synthèse, tout simplement, et du coup avoir, ce qui est intéressant là, un visuel pluridisciplinaire du patient, où est-ce qu'il en est en fait, et derrière, lui proposer de le prendre en charge, alors soit au CLB, soit au plus près de son domicile. Après, ça dépend où il habite. Des fois, on est un peu confronté aussi au problème on va dire, de la densité médicale. Mais du coup, on essaye autant qu'on peut d'orienter en fait le patient et de le faire sortir un petit peu du CLB pour vraiment commencer à le remettre dans une dynamique de vie d'après, quoi. On propose également une consultation d'après-traitement si on voit qu'il y a plusieurs complications qui sont présentes. Et donc là, le patient rencontre un médecin qui va faire le point sur cette fiche synthétique et lui expliquer un petit peu les enjeux, etc., les conduites à tenir. Et puis, on a aussi un dernier volet interventionnel. On peut carrément, si on voit que le patient est trop déconditionné physiquement et qu'il a des problèmes, notamment psychosociaux, lui proposer en fait une semaine d'hospitalisation complète centrée sur l'activité physique, où pendant cette semaine, on va aussi programmer par exemple des rendez-vous avec une assistante sociale, avec une psychologue, pour, entre guillemets, refaire partir, remettre un petit coup de fouet à ce moment-là, avant avant qu'il retourne à domicile, en fait. Voilà. Et finalement, donc on le revoit à 6 mois. On va refaire exactement la même chose. On va juste évaluer si le patient est satisfait de notre intervention, est-ce qu'il a bien fait ce qu'on lui avait préconisé. Et on refait pareil systématiquement, donc à 2 ans, un peu plus lointain, et à 5 ans. Et donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est vrai que toutes ces données qu'on agrège à travers le bilan, on se sert en fait de petits guides de prise en charge qui sont validés par des recommandations qui sont soit nationales, soit internationales, soit des sociétés savantes ou alors des médecins aussi du CLB. Et en fait, on a maintenant tout informatisé. Donc, on a des outils, on rentre ça dans une base de données et ça nous sort automatiquement notre fiche de synthèse, ce qui permet d'avoir en fait, par complication, disons, un cadre d'interprétation assez rigoureux. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est le côté un petit peu recherche clinique. Donc, ça, c'est l'étude, elle est enregistrée. Donc, elle a passé un comité elle a passé tous les aspects réglementaires. Et donc, chaque patient, donc, comme vous l'avez compris, est suivi 5 ans. Et la durée de recrutement, donc, on va faire rentrer, entre guillemets, des patients dans le programme, va durer 2 ans. Et donc, avec un rythme d'inclusion assez important, parce que ça représente à peu près 400 patients par an. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on a eu pas mal de retard au démarrage, mais du coup, donc là, on a réellement démarré début 2021. Et donc là, actuellement, on est à 25 inclusions, donc on est en dessous de ce rythme-là. Mais on espère très prochainement monter en puissance. Voilà. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et donc là, je vais laisser la parole en fait à Mauricette Michelet, donc sur la partie plus fondamentale du projet et plus par rapport donc au second cancer. Merci Romain. Merci Romain. Je pense que il a donné avec clarté les grandes lignes donc de ce programme qui est un programme très ambitieux, mais qui est un programme, comme il l'a dit, grâce à l'étude pilote dont on a montré la faisabilité. Donc là où il faudra qu'on améliore beaucoup les choses, je pense, du fait du sous-effectif médical au niveau de certaines régions, il va falloir donc qu'on trouve des solutions par rapport aux spécialistes dont on a besoin, mais on est en train de constituer notre réseau parce que parallèlement, on constitue un réseau de professionnels de santé
pour pouvoir avoir donc des partenaires de partout dont on a besoin pour ces patients qui sont naturellement disséminés, qui ne sont pas tous à Lyon, ils sont bien au-delà de Lyon, et donc où il faut avoir donc toutes ces personnes à la disposition des patients. Alors nous, c'est pour ça qu'on a décidé donc de faire des études, et c'est très important de pouvoir faire des études de recherche, et particulièrement des études de recherche longitudinales. On a beaucoup de difficultés à avoir justement des prélèvements qui sont des prélèvements au fur et à mesure du temps de l'évolution d'un patient. Et donc, on a profité d'avoir cette cohorte, qui est une cohorte longitudinale, où on va suivre les patients pendant 5 ans, pour pouvoir justement prélever naturellement, avec le consentement des patients, bien évidemment, de prélever donc au fur et à mesure du temps des échantillons de sang qui nous permettent justement de faire des études. Et on fait donc, nous allons faire deux études essentielles avec ces prélèvements longitudinaux. C'est une étude sur la CHIP, donc vous voyez, c'est clonal hématopoïésis de potentiel indéterminé. Et c'est en fait l'hématopoïèse, comme l'a dit tout à l'heure Karine, l'hématopoïèse, c'est la production des globules au niveau de la moelle osseuse, c'est-à-dire les cellules souches qui se différencient et qui donnent les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Ça, vous le savez depuis le temps qu'on vous en parle, donc vous le savez bien. Et donc, cette hématopoïèse qui marche bien peut éventuellement avoir des anomalies très précocement au moment justement des premiers cancers que l'on suit. Et ces anomalies qui apparaissent peuvent éventuellement s'aggraver dans le temps et donner lieu à un deuxième cancer, comme à une leucémie ou un état pré-leucémique en fonction du temps. Donc, on va regarder et on regarde en plus, donc là, on ne l'a pas cité dans ce diaporama, mais en plus, dans ce prélèvement, on va faire ce qu'on appelle une recherche aussi de l'ADN tumoral chez des patientes porteurs de cancer, puisqu'on utilise et on étudie également des patients en cancérologie, cancer du sein, cancer du testicule, des patients qui ont du sarcome. Et donc, on va également faire l'étude de l'ADN tumoral au début du diagnostic, et puis on verra donc ensuite l'évolution de cet ADN tumoral qui pourrait être un marqueur de la maladie résiduelle et d'une rechute potentielle. Donc, mais là, je vais centraliser sur l'hématopoïèse clonale, c'est-à-dire ces anomalies de la production des globules rouges. Et vous voyez ces petits tubes, et donc ce sont les petits tubes que l'on prélève à chaque temps de Pasca, donc c'est-à-dire à T1, à 1 mois, à 6 mois, à 2 ans et à 5 ans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que l'on va identifier? Je vous ai dit des anomalies de l'hématopoïèse dont la signification est un peu indéterminée, mais on le sait, comme vous allez voir, que ces anomalies, on les retrouve dans des maladies leucémiques ou dans des états pré-leucémiques. Donc, on va chercher ces anomalies et au niveau donc de plusieurs gènes, on va regarder s'il y a donc des anomalies des gènes et notamment des mutations au niveau de ces gènes lorsque l'on prélève donc ces patients au moment du diagnostic de la maladie cancéreuse. Et ces mutations, en fait, elles sont détectables parce qu'on a des techniques qui sont très sophistiquées. Karine a parlé de plusieurs techniques. Et là, ce sont des techniques de séquençage, ce qu'on appelle des séquençages à haut débit, et qui nous permettent justement de déterminer ces anomalies mutationnelles au niveau des gènes. Et vous voyez qu'on peut déterminer plusieurs mutations. Et il y a certaines mutations, bon, c'est des mots complètement barbares, mais le TET2 ou l'AIC, ce sont des gènes où on peut retrouver des mutations et que l'on retrouve au moment de la maladie leucémique. Et donc, le fait de les détecter, par exemple, un cancer du sein, c'est sûr que c'est très important de pouvoir le mettre en évidence et de pouvoir le suivre pour savoir ce qu'il va devenir et s'il va donner éventuellement une leucémie aiguë plus tard. Diapo suivante. Et donc, on a été aidé dans cette étude, et c'est pour ça qu'on a voulu le développer rapidement, parce que naturellement, les Américains nous ont largement devancés. Et donc là, on a étudié
dans une revue scientifique internationale. Cette revue a colligé plus de 24 000 patients qui ont été suivis de cette façon-là, avec la détection donc, des anomalies de l'hématopoïèse au cours des cancers. Là, c'était que au cours des cancers, il n'y avait pas de maladie hématologique. Et donc, vous voyez, ils ont étudié plus de 24 000 patients. Et ils ont donc détecté sur des patients des anomalies de gènes. Et on a, dans cette population des 24 000 patients, on a sélectionné 525 patients qui avaient éventuellement 2 prélèvements, parce qu'il fallait avoir plusieurs prélèvements. Et c'est là l'originalité de notre étude à nous, c'est qu'on n'aura pas que 2 prélèvements, on aura effectivement 5 prélèvements au cours de l'évolution. Et donc, vous voyez que sur ces 525 patients suivis, 74% des patients qui avaient un cancer présentaient des anomalies génétiques au niveau de l'hématopoïèse. Donc, c'est quand même très important. Et ces anomalies génétiques, naturellement, on les quantifie et on les détermine. Ce qu'il faut voir après, c'est ce qu'ils deviennent, ces anomalies génétiques. Est-ce qu'elles disparaissent? Est-ce qu'elles se stabilisent? Ou est-ce qu'elles augmentent au fur et à mesure du temps? Et donc, vous voyez, ils ont suivi chez certains patients. Et donc, ça, c'est à New York. C'est au Memorial Sloan Kettering que cette étude a été faite. Vous voyez que dans 62% des cas, ces mutations restent stables dans le temps. Alors, quelle signification elles vont avoir? Est-ce qu'elles vont donner un jour une maladie tumorale par la suite? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Par contre, il y a 28% d'entre elles qui augmentent. Et donc, cette population-là, où il y a une augmentation, elle est particulièrement à suivre parce qu'elle est à très haut risque, éventuellement, de développer un état préleucémique ou une leucémie aiguë secondaire. Et vous voyez qu'il y a 10% restant de la population qui a une diminution de ces anomalies génétiques. Diapo suivante. Et donc, j'ai résumé ça parce que qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'ils ont regardé au niveau de cette étude-là américaine? C'est que, vous voyez, ces courbes-là représentent les anomalies génétiques et leur progression dans le temps. Les anomalies, les mutations de ces gènes qu'on a pu déterminer et leur mutation. Et vous voyez qu'il y a des facteurs qui interviennent sur le plan justement de la progression de ces mutations. Eh ben, l'âge, malheureusement, comme vous le savez, a un rôle néfaste sur éventuellement des anomalies génétiques, puisque les patients âgés ont plus d'anomalies génétiques que les patients jeunes. Au fur et à mesure du temps, on peut avoir une augmentation d'anomalies génétiques sans que, obligatoirement, ces anomalies génétiques donnent éventuellement un cancer. Mais par contre, elles augmentent dans le temps avec l'âge. Et donc, quand on les détecte, obligatoirement, au fur et à mesure du temps, elles peuvent augmenter avec le facteur âge. Le deuxième facteur qui est très important, c'est le tabac. Le tabac fait, à partir du moment où le patient qui a un cancer continue à fumer et il a une anomalie génétique, malheureusement, donc c'est un facteur de risque pour que cette anomalie progresse dans le temps. D'où l'importance, nous, de détecter, de savoir l'addiction au tabac et d'aider les gens à arrêter le tabac. Et je peux vous dire que nous, on a, par exemple, dans notre population des cancers du testicule, et malheureusement, beaucoup, et qui sont très jeunes, la plupart, et il y a beaucoup d'addictions au cannabis et beaucoup de consommation de cannabis. Donc, c'est très important de les aider à arrêter éventuellement cette addiction, parce que c'est un des facteurs qui peut augmenter l'anomalie génétique s'ils sont porteurs de cette anomalie génétique. Et enfin, vous voyez aussi qu'il y a le traitement, malheureusement, la chimiothérapie, la radiothérapie, qui obligatoirement, quand on a mis en évidence une petite anomalie génétique au moment du diagnostic, peut aussi augmenter au fur et à mesure du temps. Et donc, tout ceci, vous voyez qu'il y a plusieurs gènes, toutes ces courbes représentent des anomalies d'un gène particulier, et donc on peut suivre ainsi leur évolution. Il y en a certains qui ne sont pas dangereux ou on ne sait pas tellement leur signification, puis d'autres que l'on a pu trouver justement au niveau des leucémies aiguës ou au niveau des états préleucémiques. Voilà, donc c'est une étude très importante, je pense, parce qu'elle est longitudinale. Elle va nous apporter beaucoup de choses, je pense, en compréhension
Et donc, c'est là-dessus qu'on vous demande votre aide et que vous allez nous aider donc, dans l'étude de la cohorte Pascal, où on va donc mener cette étude ancillaire parallèle. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. On a naturellement tenu plus de 10 minutes, mais Karine aussi a fait plus de 10 minutes, donc on est pareil. Mais je pense que c'est toujours pareil. On veut tellement vous dire de choses et vous expliquer les choses que très souvent, c'est un peu difficile de les résumer de façon plus succincte. Mais on est là éventuellement pour répondre à vos questions si vous en avez. Nous avons une question de Sébastien. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Sébastien, je suis le papa d'un petit garçon qui a une leucémie, qui a été suivi au CLB. Le diagnostic a été en 2016. J'avais une question par rapport à la première partie de la présentation qui vient d'être faite. J'ai pas retenu votre prénom, je suis désolé. Si j'ai bien compris, du coup, l'objectif de votre étude, c'est d'évaluer et de suivre les patients après leur cancer, mais cette fois-ci plus forcément sur des sujets purement médicaux, mais sur différents aspects psychologiques, sociaux, comme vous l'avez expliqué. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce type d'étude existe ou existera chez les enfants, parce que là vous avez parlé du coup des adultes, mais je vais vous prendre l'exemple de notre cas personnel. Quand le diagnostic est tombé, on a été extrêmement bien pris en charge par l'équipe de l'IHOP, l'équipe du professeur Bertrand, que je remercie aussi pour d'être présent ce soir. Mais quand au bout des 2 ans de traitement, on a eu l'impression d'être lâché dans la nature et de quitter ces 2 années où on était dans une organisation quasi militaire qui nous a beaucoup sécurisés. On s'est retrouvé face à d'autres pathologies qui sont arrivées qui n'étaient pas directement liées au cancer du cas, mais plutôt à des effets secondaires. Alors, il y a le suivi avec son oncologue, mais l'oncologue était vraiment à chaque fois sur un suivi très ciblé sur la leucémie, mais sur tous les aspects psychologiques, développement de Lucas, on s'est senti seul. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Et voilà, je me dis que ce qui existe aujourd'hui, ce que vous faites chez les adultes, c'est super. Mais ce serait bien que si ça n'existe pas déjà, que ça existe pour les petits malades et leurs Je me permettre de vous répondre tout de suite, cher monsieur, parce que je me permets de vous répondre tout de suite parce que cette étude existe depuis très longtemps et c'est proposé en général à partir de la 4e année de suivi. Donc c'est une étude qui a été lancée par nos collègues de Marseille, le professeur Gérard Michel, qui a commencé dès l'année 2005. Et nous avons pris le relais dès l'année 2010. Et je vois des patients à la consultation qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Donc, bien entendu, c'est des études qui vous sont proposées. Ça s'appelle l'étude Léa. C'est une étude qui intervient à partir de la 4e année de suivi. Et auparavant, on suivait les patients tous les 2 ans dans cette étude. Mais maintenant, dans la mesure où on a énormément de consultations, puisque plus de 12 000 consultations ont été effectuées, donc ces consultations interviennent tous les 4 ans, donc à 4 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans de suivi. Il y a non seulement des études effectivement sur la qualité de vie avec des questionnaires qui sont remplis, mais aussi des études très précises. Et d'ailleurs, Karine Domenech, que vous avez entendu tout à l'heure, participe à une étude sur les séquelles rénales. Donc, on a étudié les problèmes en post-greffe ophtalmologique, les problèmes cardiaques, les problèmes de syndrome métabolique. Donc, toutes les questions ont été abordées. Et ça fait déjà plus de 15 ans, et je peux en parler librement, parce que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, vous voyez, c'est nos collègues de Marseille. Mais actuellement, c'est une étude qui est étendue à toute la France et donc plus de 7000 patients et plus de 12 000 consultations ont été effectuées. Et j'en avais d'ailleurs déjà parlé à l'occasion de mes précédentes venues pour le défi Anthony. Donc, c'est une étude à laquelle nous tenons beaucoup. Et en plus de toutes les études de qualité de vie psychologique et des états des différents organes, on rajoute actuellement aussi des études génétiques parce qu'on veut comprendre pourquoi les enfants, comme l'a souligné Karine Domenech, les traitements sont très lourds, les enfants ont des toxicités, et on veut étudier aussi s'il y a un déterminisme génétique à ces toxicités.
Et depuis 2 ou 3 ans, on s'est associé à une étude qui avait lieu pour les greffes, pour étudier le déterminisme de survenue des réactions du greffon contre l'hôte, et une étude qui s'appelait CryoStem. Et maintenant, on a ajouté une étude CryoLéa à notre suivi, qui permet aussi d'analyser les problèmes génétiques qui surviennent et qui peuvent être éventuellement à l'origine des complications. Donc, je pourrais éventuellement en reparler lors de notre prochaine venue pour le défi Anthony. Mais donc, on se soucie énormément, surtout chez l'enfant, du suivi à long terme. Et ça fait de très nombreuses années que cette étude existe et que forcément, cette étude vous sera proposée, la participation à ce suivi. Alors justement, on vient d'intégrer cette étude. Je n'avais pas fait le lien, en fait. Je faisais ce constat parce qu'en fait, on nous a parlé de cette étude récemment, puisque Lucas, sa rémission définitive sera cette année. Donc, on nous en a parlé l'année dernière, mais j'avais pas... on n'a pas suffisamment avancé du coup dans cette étude pour qu'on ait compris le suivi. Moi, le constat que je faisais, c'était plutôt dès la fin. Alors, ce que je disais, c'était absolument pas un reproche. Hein. On a vraiment été très très bien accompagnés. C'est pas le sujet. C'est juste ce ressenti de se dire qu'à la fin de la 2e année, enfin, dès que la partie lourde, on va dire, des traitements est terminée, on a traversé un passage qui a été un peu compliqué à gérer. Et c'est vrai que je trouve, alors il y a sûrement des raisons pour le fait que cette étude intervienne à partir de la 4e année, mais je trouve dommage qu'elle ne commence pas plus tôt parce qu'il se passe beaucoup de choses et en tant que parent, il y a des vrais sujets. Ça n'est pas possible. On peut toujours, s'il y a un problème, on peut toujours vous prendre en charge individuellement, mais c'est sûr que c'est une étude relativement lourde et qui auparavant se passait effectivement tous les 2 ans, mais du fait de son succès, du fait que c'est une étude maintenant nationale qui concerne tous les centres et qu'il y a plus de 12 000 consultations, on est obligé pour gérer tout ça d'essayer d'espacer le suivi en prenant en compte, bien entendu, s'il y a un problème particulier pour un enfant, de pouvoir, dans ces cas-là, faire un suivi personnalisé, mais un petit peu en dehors de cette étude, l'étude étant vraiment très, très structurée, si vous voulez. Mais je suis à votre disposition pour en reparler ensuite. On ne va peut-être pas monopoliser la soirée. Bien sûr. Mais je suis à votre disposition pour en reparler si vous le souhaitez. Merci pour vos réponses. Kevin, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Non. Du coup, nous remercions énormément tous les 4 pour tout ce travail réalisé et pour vos explications qui nous permettent de comprendre l'avancée. Alors, on a bien compris, Madame Michalet, que vous aimiez beaucoup traverser les écharmeaux et on regrette vraiment que ce soir, vous n'ayez pas pu le faire. Alors, les écharmeaux, c'est ce que vous appelez la forêt noire. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Je laisse maintenant la parole à Alida. On s'était habitué à ces virées nocturnes. Eh bien oui. Mais ça reviendra, on l'espère, très vite. On espère l'année prochaine. Exactement. Donc, je laisse maintenant la parole à Alida, qui va nous donner son témoignage. Bonjour, je m'appelle Alida Silva Vieira, j'ai 47 ans et j'ai subi 3 greffes pendant une période de 12 ans. Donc en 2006, j'ai des démangeaisons insupportables sur tout le corps et l'apparition d'un ganglion sur l'aine de ma jambe droite. Mon médecin traitant me dirige directement vers le centre Léon Bérard pour pratiquer une biopsie sur ce ganglion. Et là, une semaine plus tard, le diagnostic tombe, j'ai un cancer du système immunitaire, un lymphome malin non-hodgkinien de périphérité. Et c'est le choc. Je bascule dans une autre dimension. L'annonce de ce cancer fait l'effet d'une bombe nucléaire dans ma vie. J'ai 33 ans, je suis une jeune maman d'une petite fille de 2 ans. Et pour la première fois de ma vie, je ressens ce sentiment de peur et d'angoisse. La peur de ne pas voir ma fille grandir, la peur de plus revoir mes proches, et c'est très difficile.
J'ai la chance d'être pris en charge très rapidement au centre Léon Bérard, dans un service où le personnel médical est très humain, attentionné et très bienveillant. Le docteur Guesquer, mon cancérologue, me parle de cathéter, de chambre implantable, de chimio. Et en novembre 2006, je commence mon premier protocole de chimiothérapie. Une souffrance psychologique s'installe. Le changement corporel, la perte des cheveux. Je vais endurer des biopsies, des ponctions lombaires, 4 protocoles de chimiothérapie, de la radiothérapie. Donc, à chaque fin de protocole, c'est la déception parce que le lymphome est toujours là. Le prélèvement de cellules souches, on n'arrive pas donc à les faire, et c'est un an de souffrance physique, des aplasies fébriles carabinées, des mucites insupportables, mais j'ai énormément de chance car je suis entourée par ma famille et je me bats pour ma fille. On me parle alors donc d'allogreffe et là j'ai une lueur d'espoir puisque j'ai un frère, j'ai une sœur et dans mon malheur, j'ai la chance, mon frère est compatible et en juin 2007, je suis greffée de la moelle osseuse de mon frère. Les années passent et je suis en rémission. Je reprends le travail, je reprends ma vie et je garde une toux persistante. En 2012, ma pneumologue souhaite me faire une biopsie pulmonaire, mais je souhaite un deuxième avis, car cet acte n'est pas un acte anodin. Et j'en parle donc à mon hématologue, le professeur Michalet, pour qui j'ai une confiance totale et une très grande estime. Elle m'envoie consulter un confrère à Paris. Donc ce pneumologue m'apprend que j'ai un lobe de poumon qui est totalement fibrosé. Il est très honnête dans son discours puisqu'il me précise qu'il n'est pas même de me rassurer sur le fait que l'autre lobe n'est pas touché par la fibrose. Et là, je rentre donc à Lyon et je suis totalement anéantie. Et je vais commencer donc mon tome 2. 2013, la fibrose a entamé le deuxième poumon. C'est de nouveau l'angoisse, de nouveau la peur de mourir. Le docteur Philippe, mon nouveau pneumologue, me parle de greffe pulmonaire. Fin 2013, je suis en insuffisance respiratoire, bouteille d'oxygène. Et octobre 2014, je ne respire plus. C'est l'effroi pour ma famille. Mes parents appellent en urgence le SAMU qui me transporte à l'hôpital neurocardio. Et là, on me met dans un coma artificiel pendant deux mois. Et le 15 décembre 2014, j'ai encore de la chance dans mon malheur. Je reçois une greffe cœur-poumon. Je sors du coma, je suis totalement désorientée. Ma famille est autour de moi. Ma sœur m'explique que je suis en réanimation et que je viens de subir une très très lourde opération. Et là, je vais connaître l'enfer. L'enfer pendant 8 mois. Une souffrance physique avec des douleurs atroces, une souffrance psychologique, car je n'étais vraiment pas préparée à me retrouver inerte sur un lit d'hôpital, à ne pas pouvoir parler, à ne pas pouvoir bouger, car je souffre de neuromyopathie, mais surtout une souffrance morale, occasionnée H24 par la méchanceté humaine donc du corps médical qui s'occupe de moi dans ce service de réanimation. Heureusement pour moi, ma famille est à mes côtés tous les jours que Dieu fait. Et à la suite d'une trachéotomie, je réussis donc à reprendre des forces et on me transfère dans un centre de rééducation où je vais réapprendre à parler, à marcher et je vais y rester 2 mois. Et en octobre donc 2015, je rentre enfin chez moi. Voilà. Et tous ces traitements qu'on m'a administrés ont abîmé mes reins. Donc là, je vais commencer le tome 3, le tome de la dialyse. Une dialyse 3 fois par semaine pendant 5 ans, de la souffrance encore et de la peur. Et on me parle encore de greffe, mais de greffe rénale. Et un dimanche 10 février 2019, je reçois ce fameux coup de fil
que toutes les personnes inscrites sur la liste en attente de greffe espèrent recevoir. Le médecin m'informe que j'ai un greffon et que si j'accepte cette greffe, je serai greffée le lendemain. Le stress me gagne, car d'un côté, je suis heureuse, bien sûr, hein, parce que j'ai un greffon, mais d'un autre côté, j'ai mon vécu qui me fait appréhender énormément cette opération. Ma fille est là pour me persuader de le faire, et donc le 11 février 2019, je suis opérée greffée rénale. L'opération s'est très bien passée, j'ai un rein qui fonctionne très bien, et je sors 7 jours après de l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec tous les maux et donc les séquelles que m'a laissé ce long parcours. Je ne vous cache pas que c'est pas facile d'avoir ces épées Damoclès sur la tête au quotidien, mais ma force c'est ma famille et je me bats pour ma fille. Pour moi, le don d'organes est le geste le plus altruiste qui soit pour une famille donc en deuil, et je n'aurai pas assez d'une vie pour remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'être encore là aujourd'hui. Et je vais terminer mon histoire avec une phrase que j'aime de Nelson Mandela. Je suis le maître de mon destin et le capitaine de mon âme. Merci. Merci. Merci Alida pour votre témoignage si fort. Votre immense courage force le respect et nous motive vraiment encore plus pour organiser de nombreux défis afin de collecter de l'argent pour la recherche médicale. Voici donc les défis prévus pour l'instant en 2021. Nous espérons que d'autres viendront étoffer cet agenda. Donc le dimanche 20 juin, l'équipe de Charolles, emmenée par Marthe et Gilles, organise leur traditionnelle brocante. On poursuit par le 27 juin. Ce sera une journée pilotage sur virage organisée par Jean-François, Jean-Jacques et Laurent. Donc le matin, un premier groupe découverte de la technique de survirage en cas de dérapage dans un virage. À midi, le repas sera pris sur place et après-midi, un autre groupe plus expérimenté qui approfondira cette technique. Les 28 et 29 août, le traditionnel raid en montagne aura lieu, c'est la surprise. Si vous êtes intéressé, merci de contacter Monique. Alors, on poursuit par le dimanche 5 septembre, donc ce sera une marche, soit comme les 2 années précédentes, organisée par Jean-Claude, Malou, Anne-Marie et Janine. Donc, une marche à Dain avec un départ de Laclette et un autre de Chauffaille, soit une marche au Mont-Saint-Rigaud avec un départ de Propierre ou une marche au Mont-Saint-Cyr avec un départ de Gibles. Le samedi 25 septembre, l'équipe de Chauffaille vous propose un défi « Tout ce qui roule » avec un parcours à effectuer avec un engin roulant non motorisé. Vélo, trottinette, patin à roulettes, mais aussi poussette, caddie de supermarché ou caisse à savon. Un repas sera ensuite proposé au camping de Chauffaille. Puis le dimanche 5 décembre, une nouvelle marche à Varennes-Larconce qui est organisée par le comité des fêtes Les Joyeux Brionnais. Et aussi la vente de décorations de Noël fabriquées par Guy et les essuie-tout et lingettes fabriquées par Bernadette. Vous pourrez les acheter lors de certains défis. Je vais maintenant laisser la parole à Christine Durif-Brucker qui va vous parler de son livre « Le courage des vivants » qui sera présenté lors du salon Voyage en livre qui aura lieu à Laclette les 28 et 29 août. Oui, merci. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de cet ouvrage. Alors, c'est une anthologie. C'est une anthologie donc, qui s'appelle le courage des vivants et qui a, je le montre.
voilà, qui a été édité par Jacques-André Éditeur et qui a été coordonné par Alain Crozier et moi-même. Donc c'est intéressant parce que c'est un livre qui a germé cette idée l'idée de l'anthologie a germé justement lors de l'assemblée de votre assemblée générale, de l'assemblée générale de l'association, et c'était en février 2019. Et j'étais intervenue avec Morissette Michalet. Voilà. Puis ensuite, elle s'est concrétisée quelques mois plus tard, en avril 2019, lors du Salon du Livre de la Clette, où on s'était rencontrés l'après-midi avec Monique et Claude Vernet, Alain Crozier, Jacques et Dominique André et moi-même. Donc, on avait décidé de faire ce livre sur la maladie, mais plus largement sur les deuils, sur les ruptures de l'existence. Voilà, donc ce livre est venu tout naturellement s'inscrire dans les défis de l'association, puisque les droits d'auteur sont reversés à l'association. Alors, il devait être inauguré en 2020 dans le cadre du Salon de la Clette, qui n'a pas eu lieu. Ensuite reporté au Salon de 2021, qui n'a pas lieu non plus. Et donc, il sera inauguré, comme vous l'avez dit, le 29 août 2021. 28 et 29 août 2021, et il sera accompagné d'une conférence donnée par Roger Dextre et moi-même. Roger Dextre est un philosophe, intitulée « Dire la maladie entre parole et écrit ». Donc, c'est proposer quelques réflexions sur les apports et peut-être même les vertus de l'écriture et de la narration. On appuie sur des expériences, Roger Dextre d'atelier d'écriture et moi-même mes expériences de recherche. Voilà, donc le contenu en quelques mots, c'est 29 voix poétiques, donc 29 poèmes, 29 auteurs qui ont répondu à l'invitation et qui ont relevé le défi. Et ils ont chacun inventé ses poèmes. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, et que moi j'ai trouvé très émouvant, et d'autres personnes aussi le trouvent, et c'est la force d'ailleurs de cette anthologie, c'est qu'il donne à lire un ensemble de voix. C'est-à-dire que chacune des paroles singulières va s'approfondir et s'éclairer de la présence de toutes les autres. Voilà, c'est ce qui donne un rythme, une cadence à cet ouvrage, et qui lui donne aussi une vraie gaieté. Donc, si vous souhaitez vous le procurer, on le présentera, donc, comme on vient de le dire, au mois d'août avec la conférence, mais si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez le faire sur le site de Jacques-André Éditeur en tapant « Le courage des vivants ». Voilà, tout simplement. Donc, c'est un défi de 2021, mais qui devient... de 2020, mais qui devient un défi de 2021. Voilà, on apprend à reporter les choses en ce moment. Je vous remercie beaucoup. Merci Christine pour ces explications. Je ne sais pas si vous le savez, mais n'importe qui peut organiser un défi. Donc, si quelqu'un parmi vous a envie d'en organiser un, n'hésitez pas à demander à avoir la parole pour nous faire part de votre idée. Nous serons ravis de vous écouter. Vous pouvez aussi joindre le bureau pour exposer un projet si vous voulez. La parole est à vous. Nous n'avons pas de questions, on peut continuer. Alors, avant de redonner la parole au professeur Michalet et au professeur Bertrand pour le mot de la fin, on voulait encore vraiment remercier toutes les personnes qui nous aident à atteindre notre objectif premier, qui est 100% collecté, 100% reversé, pour soutenir la recherche contre la leucémie. Donc, ce soir, nous tenons à remercier particulièrement Motive Intérim, William Labonne à la Clette, qui finance les frais d'envoi du bulletin annuel aux adhérents et aux mairies, l'imprimerie clayettoise, la famille Vermorel de la Clette, qui imprime notre bulletin annuel et d'autres documents, la librairie 2B de la Clette, Grégory Vézan, pour la fourniture des enveloppes pour l'envoi du bulletin annuel, My Computing du Creusot, Benjamin Ledoux, qui nous fournit gratuitement l'hébergement du site Défi Anthony. Bien sûr, tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année à nos côtés.
Un grand merci ce soir à l'ensemble des intervenants, au professeur Michalet, professeur Bertrand, au docteur Alphonse Domenech et monsieur Buono, à Christine Duric-Brucker, qui nous accordent de leur temps précieux pour partager avec nous les avancées de la recherche médicale. Cette année, c'est vraiment particulier. Vous recevoir chaque année dans notre petit village, c'est toujours un grand moment pour nous. Et on a vraiment besoin de ce lien parce que c'est ce qui concrétise aussi pourquoi on a envie de tous se rassembler et de donner un peu d'énergie pour aider les malades. Merci à vous tous qui, par votre écoute, assurez aussi la réussite de cette soirée. Un grand merci à Kevin Béraud pour la mise à jour du site de Facebook, d'ailleurs que nous vous encourageons fortement à suivre si vous ne le faites pas déjà. Et puis Kevin qui nous aide vraiment sur l'organisation technique de chaque événement. Et sans lui, on serait un peu perdu. Nous remercions aussi le Crédit Agricole Centre-Est de Chauffaille et de Laclette pour leur don de verres et de casquettes. Et voilà, je vais maintenant laisser la parole au professeur Michalet et au professeur Bertrand pour le mot de la fin. Je commence, parce qu'effectivement, la femme est toujours prioritaire, quoi, après tout. Bon, je voulais donc habituellement, on se retrouve après l'Assemblée générale, comme vous le savez, parce qu'on a toujours un petit moment d'intimité tous ensemble. Et c'est dommage donc on ne l'est pas. Et puis après, on prend la voiture de Yves et on repart dans notre forêt. Et puis on retrouve donc Lyon quelques heures plus tard. Bon, écoutez, ça a été un moment très précieux qu'on a pu vivre tous ensemble là actuellement, un moment de plus qui est avec toute la solidarité humaine que vous représentez, parce que vous avez cette impressionnante possibilité de nous montrer que vous êtes avec nous, que vous nous suivez, que vous êtes fidèles. Et que pour nous, c'est un réconfort vraiment important parce qu'on a certains partenaires et certaines personnes qui nous aident et puis elles disparaissent, tandis que vous êtes toujours là. Et on a cette espèce d'habitude de vous retrouver et ça serait terrible de ne pas vous retrouver. Donc, il faut que chaque année, on vous retrouve tout le temps. Parce que pour nous, c'est tout à fait fondamental. Et donc, je pense que vous faites partie, comme je vous l'ai toujours dit, de notre monde et vous nous aidez vraiment à poursuivre nos recherches parce qu'on a besoin de votre aide et on a besoin de vous sentir près de nous. Donc, merci. Et puis à très, 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 très bientôt, hein, parce que de toute façon, on se rencontre aussi de temps en temps, chacun, et puis on se retrouvera l'année prochaine, parce qu'on l'a dit et redit. Et puis, je veux donc dire aussi à Kevin qu'il a un grand professionnalisme, parce qu'on a l'habitude des visioconférences. Je peux vous dire, on passe notre temps en visioconférence actuellement, et que celle-ci, elle s'est parfaitement bien passée, elle a été parfaitement organisée. C'était presque plus très solennel par rapport à notre assemblée générale habituelle, mais bon, c'est très bien néanmoins. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt. Et je crois que je vais dire un peu la même chose puisque Morissette m'a précédé. Mais je suis toujours impressionné aussi, et surtout cette année où tout le monde a été vraiment totalement coincé par toutes les idées que vous avez à chaque fois, tous ces défis et la vitalité finalement de l'association qui persiste malgré tous les problèmes. Et donc, effectivement, on a le regret de ne pas vous avoir vu en chair et en os cette année, mais c'est vrai que la qualité des présentations et la qualité de l'organisation était vraiment parfaite. Et donc, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver effectivement l'année prochaine. Et merci encore pour tout ce que vous faites. Vous voyez qu'on se renouvelle aussi et que le docteur Karine Alphonse Domenech, j'espère, va être là pour les 30 prochaines années pour assurer la continuité. Donc, heureusement, vous êtes toujours là, mais il y a aussi toujours de nouvelles idées de recherche, des nouvelles personnes pour assurer la continuité. Et ça aussi, je pense que c'est essentiel. Et c'est vrai que, comme le disait Morissette, vous êtes l'association la plus ancienne avec laquelle nous travaillons. Et on vous remercie encore beaucoup pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années, parce que grâce à vous, de nombreux projets de recherche ont vu le jour et de nombreux projets de recherche verront le jour aussi pour l'avenir. Donc, merci encore. Et puis, à l'année prochaine, je l'espère, chez vous.
Merci encore à tous. Et puis oui, juste pour finir, nous on est aussi super fiers en effet parce que depuis maintenant un petit temps aussi un certain temps qu'on a la chance de vous écouter parler de vos recherches. En effet, on se rend vraiment compte de l'axe qui est donné à l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et du coup, on est très, très fiers aussi d'être à vos côtés par rapport à ça. Voilà, nous vous donnons rendez-vous très vite à nos prochains défis en physique, on espère. Et merci encore à tous pour votre écoute et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci encore pour tout et à bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation.